Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un avis lecture et je vais avoir beaucoup plus de livres que prévu à vous présenter puisque tout simplement en août je n'ai lu que 2 lectures et je me suis dit je vais attendre le mois d'après pour faire un groupement. Sauf que j'ai quand même pas mal lu puisque j'ai lu je crois 6 romans au mois de septembre. Donc en fait ça me fait aujourd'hui 8 livres à vous parler et si je ne veux pas que la vidéo dure 5 heures, je vais essayer de passer assez rapidement sur certains romans et m'appesantir un petit peu plus sur d'autres parce qu'il y a des sujets sur lesquels je veux plus vous parler que d'autres et il y a des romans que j'ai vraiment adoré au point que il y en a un qui rentre dans mes coups de cœur de l'année. Et ça, croyez-moi, ça fait un petit moment que ça n'était pas arrivé, donc c'est quand même plutôt plaisant. Pour mes 2 lectures du mois d'août, bien évidemment, je vais commencer par celle-ci. Il y a tout d'abord Les Femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta, publié aux éditions Albin Michel. Et ici, c'était écrit pour tout résumer. Si tu te demandes ce que nous faisons ainsi, loin des hommes, je vais te dire, nous veillons sur notre petit univers, nous veillons les unes sur les autres, c'est ce que font les femmes du bout du monde. Ce n'est pas du tout mon préféré de Melissa d'Acosta puisque celui-ci m'a vraiment fait penser dans l'histoire, dans la manière d'écrire à un Virginie Grimaldi tout compte fait. C'est-à-dire que Melissa d'Acosta, les livres qui m'ont le plus impacté d'elle, donc Tout le bleu du ciel et Les lendemains, et même La doublure, je l'avoue, ce sont des livres qui m'ont impacté et qui m'ont bouleversée. Celui-là m'a vraiment touchée, je l'ai vraiment apprécié. On y suit la reconstruction de 3 femmes qui se retrouvent, qui s'apprivoisent ou qui se connaissent déjà. C'est un récit qui se recentre sur la vie, sur le quotidien, sur le fait de se recentrer vraiment sur les choses qui nous animent et le fait de vivre, de se réveiller chaque matin et de se rendre compte de ça. Nous y suivons des femmes autant sensibles que bourrues qui se reconstruisent ensemble dans leur relation qui n'est plus ou qui perdure mais qui a besoin de changer. Il y a beaucoup de thématiques aussi comme l'environnement, les animaux, la sauvegarde et l'écosystème et franchement j'ai trouvé ça vraiment très beau puisqu'au-delà de tout ça on y aborde le deuil, on y aborde l'affrontement finalement du passé et de tout ce qu'on a voulu enfouir là-dessous en se prenant en pleine face la vague salée de la mer et de l'océan. Et franchement c'était absolument magnifique comme histoire, mais encore une fois c'est pas celui qui m'a touché le plus, mais ça reste quand même une très belle lecture qui, si vous aimez Melissa d'Acosta, si la thématique vous intéresse, je ne peux que vous le recommander. Mais si jamais vous voulez en savoir un peu plus, je vous en parle un peu plus en détail dans mon avis lecture, il me semble, sur Instagram. En tout cas, Les Femmes du bout du monde fut une très belle découverte pour ma part. Je crois que ma plus grosse fierté littéraire de cette année, c'est d'avoir terminé la saga des Chroniques de l'érable et du cerisier. Donc ici c'est le tome 4 de Camille Monceau, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai adoré cette épopée dans le XVIIe siècle, dans vraiment au travers des 4 tomes. La saga pour moi est une saga absolument exceptionnelle dans son entièreté où nous y suivons donc dans le tome 1 Ichiro qui est un jeune bébé abandonné dans une coque et c'est un mystérieux maître samouraï qui le recueille et qui lui apprend finalement à vivre au travers de la voie du sabre. Il lui apprend également à vivre avec les saisons, à voir un petit peu comment tout se passe mais vraiment dans un monde très coupé de tout ce qui peut se passer en dehors de leur petit sanctuaire jusqu'au jour où un drame se produit et Ichiro va devoir affronter le destin et va surtout devoir découvrir la réalité et tout ce qu'il s'y cache dans ce monde au XVIIe siècle. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on est vraiment sur un récit initiatique autant pour les personnages que pour nous parce qu'en fait on apprend vraiment à vivre avec nos personnages et quand on les quitte ça fait mal mais en même temps on voit tout le chemin qu'ils ont parcouru et franchement j'ai vraiment adoré puisqu'on est sur quelque chose de très poétique, de très beau qui se centre sur des petits détails du quotidien qui va pouvoir vous détailler une feuille ou un brin d'herbe ou vraiment la préparation du thé, la façon de faire, tout cela au travers d'un contexte historique qui est vraiment dur, qui est sombre et qui est sanglant et toutes ces différentes dynamiques sont vraiment très bien jaugées, ce qui amène un récit très poétique, très entraînant, qui est dynamique mais sans pour autant trop l'être au point de se perdre dans les actions, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'assez contemplatif mais pas non plus au point de s'ennuyer. Quelque chose qui est vraiment très agréable si vous avez peur de continuer cette saga ou de la commencer parce qu'elle fait 4 tomes ou que voilà, et vous n'êtes pas sûr de la lire à la suite. On a un résumé spoilant au début de chaque tome et ça je trouve que c'est quand même super parce que moi qui ai mis très longtemps à me lancer pour lire le tome 3, je vous avoue qu'il a été plus que nécessaire et que ça m'a vraiment aidé. Une très belle surprise aussi c'est le changement de narrateur que l'on suit parce qu'en fait on a plusieurs personnages qui deviennent des protagonistes et qui ajoutent tellement à l'histoire, on s'attache à eux, on apprend à vivre avec eux et je trouve qu'il y a vraiment une importance au niveau des détails, au niveau des rituels,
culturel, des traditions, de la connaissance qu'a l'auteur et de tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a mis dans son livre pour vraiment nous transporter à cette époque. J'ai trouvé ça absolument magnifique. C'était beau, c'était historique mais sans être lourd ou redondant. C'était vivant. On est à la limite de la fantaisie en fait par rapport à son univers qui nous paraît lointain et en même temps dans le passé historique. J'ai trouvé cette saga absolument magnifique, je l'ai adorée. Pour moi c'est une saga, je dirais pas une saga coup de cœur, mais c'est quand même des tomes qui pour moi font la différence de tout ce qu'on a l'habitude de lire, qui se démarquent vraiment et pour moi ça ne ressemble à rien d'autre. Donc vraiment, si vous voulez une histoire basée dans le Japon du XVIIe siècle, avec le théâtre, avec des traditions, le thé, la voie du sabre, le voyage, la fuite, les combats, mais également l'introspection, les sentiments qui sont abordés puisqu'on y suit des jeunes personnages finalement qui sont entre l'enfance et l'âge adulte, donc on a vraiment beaucoup de questionnements aussi qui se posent mais sans que ça prenne trop la part sur l'histoire. Et jusqu'à la dernière page on a de la tension, on se demande vraiment ce qui va se passer jusqu'à la fin et je trouve que le clin d'œil au titre est absolument magnifique puisqu'on comprend tout vers la fin. Et puis en plus de ça il faut avouer que les livres en eux-mêmes sont absolument magnifiques, donc voilà, achetez-les, lisez-les et appréciez-les comme j'ai pu les apprécier. Maintenant nous allons partir sur mes lectures du mois de septembre et alors là il y en a plusieurs, des lectures que j'ai beaucoup aimées, des lectures que j'ai moins aimées, mais je vais vous présenter tout ça. Et quoi de mieux que d'accompagner ce moment-là avec une boisson. Ici c'est un cappuccino puisque je peux enfin reboire du café, non pas que je ne pouvais plus, mais je n'en avais plus du tout l'envie, voire le dégoût au début de ma grossesse. Donc là ça y est, ça revient petit à petit. Je peux pas boire du café seul, mais du café sous forme de cappuccino ou de boisson lactée, ça passe encore. Et en plus j'ai de la chance aujourd'hui parce qu'il fait un temps magnifique. Il fait froid, donc je ne sors pas trop, mais on a un superbe soleil et un ciel bleu bien dégagé. Alors là je vais pas du tout vous les présenter dans l'ordre que je les ai lus. Je vais essayer d'intercaler un petit peu les genres de lecture, comme ça vous n'allez pas avoir que du contemporain, que un certain genre, etc. Mais c'est vrai que j'ai lu quand même pas mal de choses puisqu'on va avoir de l'anticipation science-fiction, du contemporain, on a également un roman japonais, on va avoir un roman d'anticipation, un témoignage et puis un roman à double temporalité, ce qui fait quand même un beau panel. Il n'y a pas de fantaisie fantastique dans tout ce que je vous présente aujourd'hui. C'est quand même assez rare, mais cela dit, quand je vois sur mon carnet de lecture mon bilan de combien j'ai lu de contemporain, de combien j'ai lu de fantasy, fantastique, etc. Les contemporains restent quand même une majorité, même si je pense lire beaucoup de fantasy fantastique. Finalement ce n'est pas ce que je lis le plus, ça reste les contemporains. Je vais passer très rapidement sur celui-ci, mais Les Possibles de Virginie Grimaldi, publié ici aux éditions Le Livre de Poche. On y suit Juliane qui n'aime pas les surprises et quand son père l'appelle en lui disant ma maison est en train de brûler, qu'elle arrive et qu'elle se dit bah finalement il va falloir quand même un endroit où loger ce père qui est très fantasque et dont je ne prends plus de nouvelles depuis des mois et pour certaines raisons, croyez-moi que ça lui fait une sacrée surprise. Et forcément son quotidien bien arrangé va connaître quelques turbulences puisque Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du rock, tapisse les murs de posters d'indiens, égare ses affaires et cherche son chemin. Au début, Juliane veut croire que l'originalité de Jean n'a pour but que de s'éloigner de tout ce que la société veut de nous, et en fait, elle se rend compte que peut-être petit à petit, la maladie réussit à faire sa place dans la mémoire et dans le corps de Jean. C'est un roman qui est plein de douceur, plein d'humour malgré le côté très dur de ses souvenirs qui s'évaporent pour notre personnage qui est donc le père de Juliane. On voit également tout le ressenti, la force et l'amour qu'un accompagnant, enfin là je dis l'amour parce que c'est sa fille qui a le rôle de l'accompagnant, mais quand c'est professionnel aussi je trouve que ce livre peut être très intéressant à voir parce que le rôle de l'accompagnant n'est jamais forcément simple et il faut du soutien parce que en plus quand c'est quelqu'un de notre famille ça peut être encore plus compliqué parce qu'il y a déjà parfois l'étape où on va nier la chose, la maladie, en voulant pas la voir ou en ne la voyant pas parce qu'il faut soi-même s'en rendre compte et après essayer d'en parler avec la personne si c'est possible ou pas. Ce sont des étapes qui sont très compliquées et qui pourtant sont abordées d'une manière très très belle. Dans le sens où on va pas y aller en détournant l'affaire, on va y aller, on va voir un peu tout ça, mais en même temps sans pour autant que ce soit cassant, que ce soit dur, que ce soit attristant au possible. Vraiment c'est une histoire qui pour moi accompagne le deuil, accompagne la maladie, accompagne tous ces beaux moments en fait qu'on se dit celui-là je vais m'en souvenir parce que je sais qu'il fait partie des instants très précieux que ma mémoire va retenir. Et surtout, mais qu'est-ce que je me suis fendu la poire avec cette histoire, franchement j'ai rigolé, mais j'ai ri, mais
Je vous jure, parfois on a des sorties de nos personnages, que ce soit de Julian ou de son père, que j'ai adoré. On a vraiment quelque chose, un échange qui est créé, et de cette relation entre le père et la fille, quelque chose qui s'était cassé, qui se renoue petit à petit, on comprend beaucoup de choses. Et en même temps, je trouve que c'est plein d'humour, mais parfois d'humour piquant, d'humour cassant, et pour autant plein d'amour et plein de douceur. Et parce qu'on n'y suit pas que Julian et son père, on y suit également le mari de Julian et son fils, qui eux aussi rajoutent leur petit grain de sel, et croyez-moi que ça fait vraiment une histoire de vie qui peut réellement s'ancrer dans la réalité et qui pour autant est tout aussi douce, belle, mais dure avec ce côté de la maladie. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé comment c'était abordé. J'ai pu découvrir Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai aux éditions J'ai lu. Ici, c'est tout simplement caché dans les ruelles de Kyoto se trouve le petit restaurant des Kamogawa, d'où s'échappent d'exquises odeurs de cuisine traditionnelle japonaise. On m'avait conseillé d'avoir de la nourriture quand je le lisais. Chance pour moi, je l'ai lu en fait à chaque fois que je venais de terminer de manger, donc je n'avais pas faim. Mais j'avoue que j'avais l'odeur des plats, l'odeur des épices, la couleur des plats, etc. dans les yeux, dans les papilles, et croyez-moi que c'était formidable. C'était très très agréable et ça nous fait voyager. Ici, alors j'ai appris que c'était un tome 1, puisque j'ai vu qu'il y avait plein d'autres titres qui y ressemblaient, enfin qui étaient des tomes un peu indépendants, mais qui étaient un peu une suite à celui-ci. Je ne les lirai pas parce que pour moi celui-ci peut se suffire à lui-même. Le restaurant des recettes oubliées, c'est quoi? C'est tout simplement des gens qui viennent et qui tout simplement ont une recette, ont un souvenir, soit avec un ingrédient, soit avec le nom d'un plat, ou parfois juste un ressenti. Et le père et sa fille, donc le gérant du restaurant et sa fille, ont pour mission tout simplement de faire les détectives et de retrouver ce plat qui finalement, on se rend compte que c'est plus une recherche de souvenirs et d'ambiance du moment où l'on a goûté le plat que le plat en lui-même. J'ai été mitigée, mais en même temps pas vraiment. C'est-à-dire que je penche plutôt du bon côté de la balance pour ce livre, puisque au début j'aimais beaucoup, vraiment, et je me suis très vite lassée parce que j'ai trouvé ça très redondant, très répétitif, parce qu'en fait on est sur des nouvelles un petit peu qui s'enchaînent. Je sais plus combien d'histoires on a dedans. Nous avons donc 6 histoires différentes dedans qui en fait s'enchaînent et sont toujours la même chose, c'est-à-dire la personne vient, mange, ensuite va dans le bureau détective. Ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais c'est un petit peu l'idée, va expliquer un petit peu tout. Une semaine ou 2 semaines se passent, la personne revient et goûte le plat, etc. etc. Et c'est toujours la même chose. Et moi j'ai trouvé ça très redondant parce que on a toujours la même description quand ils passent dans le couloir, ils observent les mêmes choses, vraiment c'est la même chose tout le temps, et j'ai trouvé ça très redondant. Mais en fait, ce que j'ai fait par la suite, c'est qu'au lieu de le lire comme un roman, j'en ai lu un chapitre par jour. Et là, ça a fait toute la différence parce que ça montrait, pour moi, ça m'a vraiment fait la coupure de me dire ok, aujourd'hui j'ai lu une nouvelle, demain j'en lirai une autre. Et à ce moment-là, c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup plus apprécié parce que chaque jour je me plongeais dans une nouvelle histoire avec un nouveau personnage. Et franchement, je crois que ma nouvelle préférée, c'est la dernière parce qu'on a vraiment un personnage qui est hautain, condescendant et à la limite détestable à souhait, qui va se rendre compte que finalement un petit peu de douceur et de nostalgie peuvent éliminer certaines rancœurs qu'on s'est créées tout seul parce que étant enfant on croit des choses qui finalement ne sont pas forcément réelles, et c'est que si on s'y repenche que parfois la vie va amener un pansement dessus et va nous faire comprendre certaines choses que les adultes nous cachaient pour notre bien. Et j'ai trouvé ça absolument très beau et très doux, et ça m'a limite mis la larme à l'œil pour la dernière nouvelle, je l'avoue. Et comment vous dire, comme je vous ai dit au début, qu'on a faim quand on lit ce livre, vraiment on a faim. C'est... Alors moi encore une fois j'avais pas faim parce que j'avais l'estomac rempli, mais ça donne vraiment envie de goûter ces plats. Excusez-moi, mais quand on a l'assiette, qu'il décrit ce qu'il a fait, etc. Les gens qui décrivent la texture de l'aliment, comment ça fait dans la bouche, la couleur des épices, la couleur de la sauce, mais également si la sauce elle est plutôt comme un bouillon, si elle est plutôt nappante, si elle est plutôt caramélisée. J'ai trouvé ça absolument formidable. Donc pour moi, si vous voulez le lire, je vous le recommande à fond, mais je vous recommande de ne pas le lire d'une traite comme j'ai commencé à le faire, d'une traite, c'est-à-dire je lis et je m'arrête quand j'ai plus envie de lire. C'est vraiment de le lire chapitre par chapitre ou partie par partie, parce que un chapitre fait 2 parties. La première partie où le personnage arrive, mange et explique un petit peu sa requête, et ensuite la deuxième partie on se retrouve 2 semaines après quand les personnages, le gérant du restaurant et sa fille ont pu concocter le plat et attendre le personnage et de voir un petit peu s'ils ont réussi ou pas. Donc pour moi ça reste une bonne lecture que je ne retiendrai pas forcément dans le temps, mais je pense que
par rapport au repas, les souvenirs, etc., c'est peut-être quelque chose qui va me rester. Même si je lirai pas la suite, j'ai quand même passé un très très agréable moment au travers de cette histoire. Nous en sommes à la moitié puisqu'il me reste encore 4 livres à vous présenter, j'espère que c'est pas trop long. Mais alors là, on va partir sur un peu de tout, c'est-à-dire qu'il me reste l'anticipation, un peu science-fiction, un roman d'anticipation, un témoignage et puis le contemporain à double temporalité. Je crois que je vais me garder le meilleur pour la fin, ou peut-être en avant-dernier, je sais pas encore. En tout cas, la dernière lecture que j'ai pu faire dans le mois de septembre, c'est Après nous les animaux de Camille Brunel aux éditions Casterman. Je me suis trompée, j'avais dit l'auteur, l'autrice, mais en fait c'est un auteur, c'est un homme, Camille Brunel. Mais étant donné que je m'appelle Camille, dans mon cerveau, Camille c'est une femme. Alors que non, je sais très bien que le prénom est mixte, mais c'est-à-dire que... voilà. Dans mon cerveau, c'est arrivé plus rapidement que c'était une femme et donc j'ai peut-être fait la boulette de dire l'autrice. Et si c'est le cas, je suis désolée. Dans cette histoire, c'était écrit pour tout résumer. Ici, les nuits étaient interminables, plus longues encore que les jours. En attendant de retrouver d'autres gardiens plus fiables, il fallait être les gardiens les uns des autres. Et donc, on se situe en 2086. Il n'y a plus un seul homme au Mexique, ni dans le monde. Et pour moi, on est clairement... Il y a vraiment une référence à l'Arche de Noé, puisque notre protagoniste qu'on y suit, c'est une jeune femme. On la suit pas longtemps, hein, parce qu'elle meurt. Bon, c'est pas vraiment un spoil, hein. Je vous le dis de suite parce que c'est dit dans le résumé qu'il n'y a plus aucun homme. Donc nous y suivons Aria, qui est la fille du capitaine, la dernière rescapée du bateau sur lequel elle se trouve, avec des animaux en cage. Alors je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Ah voilà, les seuls survivants finalement de l'équipage sont 3 taureaux, une vache, un lion, 4 chevaux, 2 geais, 5 lycaons, 3 pandarous, 2 chimpanzés, 2 éléphants, une panthère et un python. Donc ça fait très clairement penser à l'Arche de Noé, puisqu'en fait le capitaine de base, qui n'était pas mort au début de l'expédition, ni tout son équipage, mais en fait je crois qu'ils se sont fait attaquer par une horde de moustiques ou quelque chose comme ça, ont voulu partir d'où ils étaient, je ne sais plus où c'est, et emmener un peu le reste du cirque du père, du cirque ou du zoo, je ne sais plus, du cirque je crois, pour les emmener, essayer de leur trouver finalement une terre où les animaux pourront vivre en paix, se reproduire, enfin continuer leur vie. Sauf qu'il reste plus que la fille du capitaine. Bon, avant que le bateau arrive, elle meurt, donc très clairement ça me fait penser à l'Arche de Noé. Mais surtout, ça me fait penser à l'Odyssée de Pi pour le film ou l'histoire de Pi pour le livre. Je ne vais pas en reparler, j'en ai parlé en long, en large et en travers il y a quelques années, mais c'est un coup de cœur, enfin c'est un des livres que vraiment j'adore, vraiment. Il fait partie de mes meilleures lectures. Déjà le film, je le tenais en très très haute estime, il est magnifique, mais alors le livre j'ai adoré, vraiment, parce qu'en fait on y suit, très rapidement pour vous dire pourquoi ça me fait penser à ce livre, on y suit un jeune garçon de 16 ans qui quitte Pondichéry, en fait avec sa famille, pour aller s'installer au Canada. Donc son père a un zoo et il décide en fait d'amener les derniers animaux de son zoo pour les amener justement au Canada, pour leur permettre d'avoir une nouvelle place. Sauf qu'en fait le cargo coule, et il se retrouve donc Pi sur un petit canoë de sauvetage avec un chimpanzé, une hyène, le tigre du Bengale et peut-être d'autres animaux, je ne sais plus. Mais où voilà, on est clairement sur une petite arche de Noé avec un tigre du Bengale. Enfin bon, ça m'a fait penser vraiment à ce livre-là, puisqu'on n'a plus qu'un humain avec des animaux et il quitte un endroit avec des animaux pour les emmener à un autre. Enfin bon, bref, ça m'a fait penser à ça. Si vous connaissez l'histoire ou l'Odyssée de Pi, vous comprendrez pourquoi ça me fait penser à cette autre histoire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la première partie du livre, je dirais la première moitié. Il se lit très rapidement puisque je vous montre un petit peu la mise en page, mais franchement, il se lit très très bien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la première partie, puisqu'on y suit un petit peu tout ce voyage, quand ils accostent sur une terre, en découvrant les nouveaux animaux qu'ils ne connaissent pas, en apprenant finalement à être proie, prédateur, mais en même temps en se disant je suis prédateur, mais si je mange les petites proies, les éléphants vont peut-être arrêter de me sauver, enfin de me protéger, donc on va peut-être établir un équilibre dans ce groupe, peut-être établir une espèce de, comment dire, où chacun a son rôle et sa mission et on va peut-être pas faire trop les fous. Et en même temps, on a ce côté aussi sauvage, prédateur, ce côté instinct qui est présent et qui est très bien dépeint. On a un point de vue extérieur, mais où en même temps on voit la pensée de chaque animal qui garde le nom chacun que les humains leur ont donné. Alors je vous avoue qu'à certains moments j'étais un peu perdue en me disant c'est qui déjà cet animal là, parce que il y a beaucoup d'animaux, on nous donne tous les prénoms en même temps, mais on arrive quand même à s'y faire parce que au fur et à mesure ça va. Mais c'est vrai qu'au début j'étais là, attends c'est qui lui déjà? Enfin voilà, j'ai vraiment aimé parce que on y suit ces animaux qui apprennent finalement à vivre dans la nature, dans l'état sauvage, à
à se nourrir par eux-mêmes, même s'ils attendent toujours désespérément une main humaine pour les caresser, pour les rassurer, pour les nourrir, qui ne vient pas bien évidemment. Et donc j'ai beaucoup aimé cette première partie, mais la deuxième partie en fait c'est qu'on continue là-dessus, dans leur voyage, jour après jour, de ce qu'ils découvrent, de ce qu'ils mangent. Il y en a qui sont malades, il y a des animaux qui meurent pour des raisons ou d'autres, je vais pas vous spoiler non plus. Mais j'ai trouvé que du coup en fait la deuxième partie s'essoufflait, parce que moi je m'attendais vraiment plus à une morale, à un revirement, enfin pas forcément un revirement, mais vraiment à quelque chose qui allait arriver. Soit ils allaient trouver un endroit, établir un camp, établir leur cocon finalement, soit eh bien tout simplement l'instinct allait reprendre le dessus sur tout, la survie, est-ce que chacun allait partir dans son coin ou au contraire. Et en fait on y suit toujours ce périple qui continue, et du coup j'ai trouvé que ça se tassait par la suite. Donc même si dans l'ensemble j'ai trouvé le livre très intéressant, j'ai trouvé qu'il me manquait un petit truc et que ça se tassait, parce que pour moi à partir d'un certain point, jusqu'à peut-être 100 pages après, à part avoir perdu un ou deux animaux, vous allez me dire c'est quand même quelque chose, oui, mais du coup il se passe pas non plus énormément de choses, puisqu'on est toujours dans ce périple jour après jour qui continue. Donc ça reste une bonne lecture d'anticipation, mais pour moi j'attendais quand même un message plus fort au niveau des animaux, de la sauvegarde, au niveau de l'écologie, au niveau surtout, je pensais, de l'impact de l'humain finalement, parce que là certes on a des ruines qui sont magnifiques, franchement c'est très très beau, c'est très bien décrit, des décors aztèques, des choses un peu comme ça, enfin moi c'est comme ça que je les imaginais, mais hormis ça on voit pas tout le côté négatif de l'humain sur l'impact sur la terre, sur la biodiversité, sur les animaux, sur tout ça. Même si on a quand même des espèces qui disparaissent dans ce livre, enfin je sais pas, j'attendais quelque chose où il y allait vraiment avoir des traces de l'humain de avant, quand ils étaient là, et maintenant. Qu'est-ce qui change en fait réellement? Et j'ai pas trouvé ça assez présent. Après ce n'est que mon point de vue, c'est peut-être que j'attendais vraiment quelque chose de ce livre et que du coup je me suis moi-même faussée. Mais voilà, donc c'est une bonne lecture, mais qui manque de certains petits trucs pour moi. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais ça reste dans l'ensemble quand même une très bonne découverte et un très bel écrit. Maintenant je vais vous parler du témoignage qui est J'ai donné la vie dans un camp de la mort de Madeleine Aymer-Rouben, publié aux éditions... Ça j'arrive jamais ces éditions là quand c'est écrit à l'intérieur, je le sais hein, ça doit être France Loisirs, mais je retiens jamais. C'est ça, c'est France Loisirs. C'est donc un témoignage sur le camp de Ravensbrück d'une femme, donc Madeleine, qui a été déportée dans ce camp en étant enceinte. Mais elle en était au tout début de sa grossesse quand elle est rentrée dans ce camp, et donc on suit un petit peu ce témoignage. La couverture, alors c'est vrai que c'est mon impression quand j'en parle sur les réseaux ou autres, la couverture n'attire pas, donc les gens ne vont pas lire. Mais c'est un témoignage qui pour moi, je ne dirais pas surpasse, parce que c'est pas le cas, aucun témoignage ne surpasse les autres, mais je l'ai trouvé hyper puissant parce que déjà le côté de la maternité, de la femme enceinte, de la grossesse dans un camp de concentration, j'ai trouvé ça... Déjà on se dit, pour y être allé, pour avoir survécu... ou pas, parce que bon, je veux dire c'est pas parce qu'on a survécu qu'on est courageux, hein, mais pour en plus en faire un témoignage, moi je trouve ça hyper courageux, mais en plus pour avoir réussi à avoir autant de hargne pour sauver son enfant, cacher sa grossesse et voir tout ce qui se passait, je me dis mais waouh, c'était impressionnant. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce témoignage, c'est qu'on y aborde vraiment du coup le côté des femmes dans un camp de concentration. J'ai également appris pourquoi Ravensbrück s'appelait Ravensbrück, parce que je ne savais pas du tout, et franchement du coup je trouve ça intéressant. De voir le côté très humain des soldats allemands et en même temps leur côté très inhumain, parce qu'il y a un passage que je vous ai lu dans un de mes vlogs, où en fait on nous décrit le soldat allemand comme... par exemple, il s'inquiète d'un petit oiseau blessé à la patte, il le prend, lui fredonne une chanson et le regarde partir. Le général à côté, alors je dis soldat, général, je sais pas si c'est les bons termes, mais vous voyez un peu l'idée. Donc le général à côté qui regarde ses petites fleurs pousser, tandis que derrière nous avons les cheminées du crématorium qui brûlent 24 heures sur 24 et qui laissent cet effet collant à la peau et cette odeur de chair brûlée. Voilà, nous avons les deux côtés humain-inhumain qui s'opposent dans une même phrase que j'ai trouvé hyper puissant. On apprend également beaucoup de choses. Enfin moi j'ai appris des choses sur... Enfin je peux pas trop vous dire parce que c'est quand même assez violent et j'ai pas envie non plus qu'on me sucre ma vidéo juste parce que j'ai dit certaines choses, mais une fois que y avait les corps,
comment les corps en fait ils étaient utilisés parce qu'ils se sont vraiment dit on va les utiliser jusqu'au bout, ils vont nous être utiles jusqu'au bout, je trouve ça monstrueux. Comment on traitait les femmes sur le point d'accoucher, mais les nouveau-nés aussi, comment on les... Je peux pas dire on s'occupait d'eux, parce qu'on ne s'occupait pas d'eux, on les tuait, mais de la manière dont c'était écrit, et je me dis mais c'est quel genre d'humain qui peut prendre un bébé et faire ça? C'était horrible, vraiment c'était horrible. Et en même temps, moi ce qui m'a choquée aussi, c'était une femme sur le point d'accoucher, comment il l'empêchait d'accoucher. Et là je me dis, quelque chose d'aussi vital que le besoin d'accoucher, que le besoin de pousser, de faire sortir le bébé, on te l'empêchait. Et là je me dis, mais c'est quel genre de souffrance où on en est en fait. Et donc j'ai trouvé ça horrible et en même temps puissant dans les mots. Et en même temps ce que j'ai, je mets des grands guillemets et des grandes parenthèses, adoré, apprécié plutôt dans ce témoignage, c'est que on a toujours la volonté de vivre, de survivre, de se battre. Et comme Madeleine l'écrit, je ne veux pas faire un témoignage pour décrire toutes les horreurs en mode pour dire ça allait pas, ça allait pas, et s'appesantir sur notre triste sort. Elle a dit je veux faire ce témoignage pour décrire ce qu'on a vécu, même si de tout ce que je vous ai dit vous ne saurez rien de mon quotidien parce qu'on a vécu encore plein de choses, mais je veux le garder pour moi, je ne veux pas que vous viviez toutes ces atrocités au travers de mon écrit, et je trouve ça très puissant. Mais en même temps, elle a écrit « Je veux faire ce témoignage pour montrer que tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la volonté, tant qu'il y a du courage et de l'entraide, il y a de la vie et qu'il y a de l'espoir de survivre et tout. » Et je trouve ça... en fait, c'est qu'il y a toujours cette étincelle d'espoir dans ce témoignage, malgré les horreurs, malgré la situation. Et de voir... en fait que Madeleine était toujours dans cette dynamique de se dire je n'accoucherai pas en fait dans ce camp. Pour elle c'était pas possible, elle ne l'envisageait pas. Alors qu'elle a accouché dans ce camp, qu'elle a réussi à s'occuper de son bébé, qu'elle a réussi à le cacher, à le faire passer de sous les jupes à sous les jupes pendant que les soldats comptaient, recomptaient, essayaient de la trouver elle et son bébé au moment de la fermeture du camp. Enfin vraiment c'est pareil, ce passage où le camp va fermer et où tous les soldats allemands se rendent compte qu'ils ont perdu, quand ils font partir tous les prisonniers du camp, on a toute cette agitation que l'on ressent des soldats qui ont peur, qu'ils ne veulent pas laisser de traces, etc. Et on voit tout l'après également, mais on a aussi après un point de vue des années après de la fille de Madeleine. Et sur 800 bébés qui sont nés à Ravensbrück, il n'y en a que 2 qui ont survécu. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on se dit c'est impressionnant, autant dans le fait de se dire il n'y a que 2 bébés qui ont survécu sur 800, et en même temps de se dire il y a 2 bébés qui ont survécu au camp. Dans les 2 cas je trouve ça miraculeux et horrible à la fois, et en même temps on se dit pour la vie de ces bébés, comment est-ce qu'ils ont grandi, et on voit ces 2 personnages, ces 2 bébés, c'est pas des personnages, c'est des personnes qui existent, de voir ces 2 bébés qui ont grandi, l'un en ayant toujours appris que ça faisait partie en fait de son enfance, qu'il est né là-bas, etc. Et la deuxième, donc la fille de Madeleine, où sa mère lui a caché ça. Elle ne savait pas comment lui avouer, comment lui dire, etc. Et où en fait ça a été un choc pour elle, elle a eu une deuxième naissance. Et en fait de se dire, mais du coup je suis... ce côté de se dire j'en ai marre pour la presse, pour les journaux, je ne suis que la miraculée, l'enfant miraculé de Ravensbrück, mais je suis pas que ça, je suis un enfant en fait, je suis une jeune femme, je suis une femme, je suis quelqu'un. Et enfin bon bref, tout ça est abordé dans ce témoignage, j'ai adoré, c'est pas le terme, mais je l'ai trouvé hyper fort, hyper poignant. Le côté de la maternité était abordé d'une manière dure mais forte et en même temps pleine d'espoir, et franchement j'ai trouvé que c'était un témoignage bouleversant, mais pas qui va vous bouleverser au point de pas vous sentir bien, etc. Parce que comme elle le dit, elle veut aborder tout ça avec beaucoup d'espoir et de volonté de vivre. Donc en fait, on n'a jamais ce truc qui descend dans le négatif, dans le sombre, dans le malheur. C'est-à-dire qu'elle va raconter les faits de ce qu'elle a vécu, mais elle veut s'en sortir dans tous les cas. Et j'ai trouvé ça très très beau. Pour rester un petit peu dans la même thématique, on va passer sur un contemporain à double temporalité où la période c'est 2018 et la double temporalité c'est l'époque juste avant la guerre et pendant
la guerre. C'est Un air d'éternité de Clarisse Sabart, publié aux éditions Charleston. Et ici en fait, disons que j'ai cumulé celui-ci et après j'ai lu le témoignage et après j'ai dit stop. Les trucs sur la Seconde Guerre mondiale, là je n'en peux plus parce qu'en fait j'ai cumulé les deux. J'aurais peut-être pas dû les lire à la suite, mais ça ne m'a pas empêché de les apprécier. Puisqu'ici, donc en été 2018, on y suit Lisa qui s'apprête à recueillir sa mère fragilisée par un beau-père violent. Pas un beau-père, ouais si. Où elle a été fragilisée par la violence de son ex-compagnon. Sauf qu'en fait, elle doit également héberger son père qui doit faire des travaux dans sa maison. Sauf que les deux parents ne se parlent plus et c'est un peu la guerre entre les deux. Et à côté de ça, donc on y suit la double temporalité puisque dans la maison de Loulou, qui est donc le grand-père, enfin le père de Lisa, ils se rendent compte qu'il y a une malle avec un casque allemand, avec un carnet, un journal intime. Et donc là, c'est à partir de ce journal que l'on va plonger dans l'époque de la Seconde Guerre mondiale, dans l'époque d'avant-guerre et pendant la guerre, mais pas du point de vue vraiment dans la guerre, au cœur de la guerre, mais les personnes qui restaient chez elles et vivaient quand même ça au quotidien, avec le fait de se cloîtrer dans le noir, le fait de ne pas pouvoir sortir, le fait d'avoir les couvre-feux, de toujours devoir faire attention où on va, à qui on parle, les informations que l'on donne, les personnes que l'on aide. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le fait qu'on voit que même si si les personnes n'étaient pas vraiment sur le premier plan de la guerre, qu'en fait tout le monde était utile et tout le monde avait son importance vraiment de manière capitale. Et de voir à quel point ça pouvait être dur aussi, très dur psychologiquement, parce qu'il fallait et maintenir le quotidien et nourrir les enfants et s'occuper un petit peu de d'essayer de maintenir sa maison pour continuer d'avoir un logement, d'avoir un chez-soi, d'avoir quelque chose après la guerre, tout en essayant de sauver des personnes qui n'avaient plus rien mais dont on n'avait pas le droit officiellement dans un pays qui était vraiment divisé, qui était pas gouverné mais qui était surveillé en permanence. J'ai vraiment aimé parce que autant dans l'époque du présent que dans l'époque du passé, on remue des souvenirs douloureux, on remue des choses qui nous font vivre avec les personnages, qui nous qui nous rendent émus avec eux, qui nous rendent tristes avec eux, mais également heureux avec eux. Puisque Aurélia, donc cette jeune fille que l'on suit dans l'époque du passé, connaît son premier amour, connaît un petit peu les joies de l'adolescence et de l'enfance, connaît également des choses assez terribles et franchement j'ai trouvé que c'était bien abordé de voir comment est-ce qu'à cette époque-là ils essayaient de garder leur innocence, de continuer de faire leur croissance, qu'en fait au-delà de la guerre, quelque chose qui était prédominant, il fallait aussi se construire en tant qu'adulte pendant l'adolescence et en même temps de s'occuper de sa famille et en même temps de s'occuper de ses émotions et en même temps d'essayer d'avoir un quotidien qui continue tout en ayant la guerre qui est là. Et dans l'époque du présent, donc Loulou, qui évidemment a un lien avec ce passé, vous vous doutez bien, lequel, on l'apprend à la fin, j'ai beaucoup aimé, et en même temps de voir que le silence parfois ne fait pas tout, même si c'est quelque chose qu'après la guerre a beaucoup été fait, on n'en parle pas, parce que c'est une époque très traumatisante aussi, et que parfois les gens ne pouvaient pas en parler, il y en a qui ne voulaient pas en parler, mais là de voir en fait qu'un secret enfoui depuis tant d'années peut ronger de culpabilité, peut-être à tort, et qu'en parler en y passant une journée, en étant bouleversé un bon coup, en pleurant, il se passe des choses avec ce personnage qui le bouleverse à un point où ça en devient même dangereux pour sa santé, mais une fois que c'est libéré, il est libéré, c'est vraiment le terme, il est libéré de toute cette époque depuis tant d'années. Donc c'était une très très belle histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai dû lire 30 pages en version papier, le reste je l'ai écouté en audio. Mais écoutez, ça a été une très belle découverte. Ce n'est pas dans mon... je crois que Les Lettres de Rose de Clarisse Sabart ne sera jamais détrôné. Mais ça reste quand même une très bonne lecture. Et effectivement, à chaque fois, je me disais, oui, Clarisse Sabart, c'est cool parce qu'elle fait plein de double temporalités. Mais en fait, je crois que c'est la patte de Clarisse Sabart qui fait ça parce que tous ceux que j'ai lus d'elle sont des doubles temporalités. Donc je pense que c'est son truc. S'il y a bien un roman qui m'a relancé dans cette frénésie de lecture, qui m'a redonné le goût à la lecture, qui m'a redonné vraiment mon rythme de lecture actuel, c'est L'Oiseau moqueur de Travis Baldree, publié ici aux éditions Goldmeister. C'est pas qu'il m'a redonné goût à la lecture, mais disons que en août, j'ai mon carnet de lecture là qui est sur mes genoux. En août, j'ai lu 2 livres. En juillet, j'en ai lu 4, mais dont un qui avait traîné quasiment un mois, et après c'était un des petits, et il y en a un qui était en audio, bref, c'était assez... voilà. En juin, j'en ai lu qu'un, et là, depuis celui-ci, en fait, c'était très agréable, et déjà, rien que le fait, pour ça, j'ai adoré ce livre, parce que il m'a relancé dans ce truc de me dire, mais je veux continuer à lire.
Et ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Non pas parce que j'accumulais les mauvaises lectures, mais tout simplement parce que grossesse étant là, cerveau n'étant plus là, la fatigue liée au travail, etc. Maintenant les choses ont changé. Je peux me reposer, je peux être un peu plus à mon rythme et de prendre plus le temps de faire les choses que j'aime, c'est-à-dire lire, parce que ça passait plus dans mes priorités. Je rentrais, il fallait que je mange et que je dorme, voilà, c'était tout. Maintenant j'ai plus le temps de lire et franchement ce livre-là m'a vraiment remis le pied à l'étrier et c'est absolument génial. Evalie n'a pas du tout aimé, je pense qu'elle est passée à côté, mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré parce que on est pour moi à la croisée entre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury et Des fleurs pour Algernon de Daniel Case, si je me trompe pas. J'ai adoré, j'ai adoré ce livre. En plus, c'est écrit dans la lignée de Fahrenheit 451, ce roman remet les livres au cœur de notre histoire. Pas de question, détends-toi, c'est le nouveau mot d'ordre des humains, obsédés par le confort et leur tranquillité d'esprit, déchargés de tout travail par les robots. Livres, films et sentiments sont interdits depuis des générations. Hommes et femmes se laissent vivre en ingurgitant les tranquillisants fournis par le gouvernement, jusqu'au jour où un homme solitaire, Paul, apprend à lire grâce à un vieil enregistrement. Désorienté, il contacte le plus sophistiqué des robots jamais conçus, Spoforce, qui dirige le monde depuis l'université de New York. Spoforce se servira-t-il de cette découverte pour aider l'humanité ou la perdre définitivement? Vous voyez là tous les passages qui m'ont marqué? Quand je vous dis que j'ai adoré ce livre, c'était absolument exceptionnel. On est donc sur un univers futuriste dystopique où les robots qui sont censés servir les humains deviennent maîtres des humains. Donc au début on y suit l'histoire du point de vue de Spoforce, donc qui est un robot de classe 9 et qui règne sur le monde des humains tout en subissant finalement son immortalité. Et ensuite on varie de narrateurs avec d'autres personnages. On y suit des humains qui ne savent même plus lire, qui ne connaissent même pas ce mot. C'est quand même assez horrible hein, de ne pas savoir lire et ne même pas savoir ce que ça veut dire que lire. On voit à quel point le questionnement, la prise de conscience, la prise de recul et le fait de réfléchir par soi-même peut énormément changer les choses, de ne plus être passif, d'ingurgiter des tranquillisants qui brouillent l'esprit et qui rendent complètement comme des mollusques finalement. On aborde plein de thèmes comme celui de l'individualité, de la consommation, de la réflexion, la peur de l'inconnu, le fait de peut-être retrouver des gens et de reconstruire peut-être une société. Et que si nous sommes détruits de nos racines et éloignés de nos besoins fondamentaux, nous sommes voués à errer sans but. Et que s'il n'y a pas de souvenirs ni de transmission, ni d'écrit, eh bien les erreurs sont vouées à se répéter. Cela dit, même si c'est écrit, les erreurs parfois se répètent et se répètent de manière complètement bête, mais l'humain n'a pas coché encore toutes les cases. Pourquoi ça m'a fait penser à Des fleurs pour Algernon, Algernon, ça dépend comment est-ce qu'on le prononce. Tout simplement parce qu'on voit que quand tous ces humains sont sous ce qu'ils appellent les sopors, ce qui les rend complètement soporifiques, il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus de sentiments, ils sont complètement passifs et que pour eux c'est plus simple. Parce que dès qu'ils ont une émotion qui arrive, quelque chose qui est trop dur à gérer, la frustration, la colère, de la joie ou autre, ils en reprennent un et paf, ça les tranquillise. Et donc de voir finalement toute cette complexité, mais qui rend cela tellement plus vif au niveau de la vie, qui améliore les couleurs, qui améliore les sensations, qui améliore les sentiments, qui complexifie tout ça et que finalement on apprend que avoir des grands moments de joie c'est aussi avoir des grands moments de tristesse et que finalement est-ce qu'il vaut mieux ne rien ressentir plutôt que de vivre tout ça. C'est un peu ce qu'on aborde dans Des fleurs pour Algernon où en fait il me semble qu'on a un personnage au début qui est qui est considéré comme un simple d'esprit et qui petit à petit devient de plus en plus intelligent, qui réfléchit de plus en plus et qui à ce moment-là se confronte aux sentiments tels que l'amour. Mais du coup, le fait de s'attacher à quelqu'un, donc la souffrance de le perdre et de voir est-ce que quelqu'un qui est né et qui vit depuis des années, parce qu'il me semble que ce personnage a 40 ans ou quelque chose comme ça, qui a toujours vécu sans avoir de ces difficultés-là, se confronte d'un coup à ces difficultés, est-ce que finalement c'est pas trop lourd à supporter? Et donc on a des références très parlantes dans ce roman parce que pour moi à un moment ça fait vraiment référence à Adam et Ève. Il y a un passage dans un zoo où vraiment ça m'y a fait penser. Ça nous amène bien évidemment à une grande réflexion et une prise de recul sur notre société, notre manière de faire, de penser et de consommer. J'ai un peu bafouillé mais vous avez compris l'idée. Et le fait de retourner à des valeurs humaines, vraies et authentiques. Par exemple, il y a un passage très très court que je vais vous lire où en fait notre personnage principal, donc Paul, fait la rencontre d'une femme, Marie-Lou, et à un moment ils se retrouvent à être séparés. Donc je vous en dis pas plus. Il explique aucun mal, que pourrait-il y avoir de pire que cette séparation? Où est-elle? Où est Marie-Lou?
Je pleure en écrivant ces mots, je n'arriverai pas à finir, je vais prendre des sopors et dormir. Ça montre bien ce côté où ça devient trop dur, je vais me shooter. Parce que c'est toujours ce que j'ai connu et c'est le côté rassurant, réconfortant que j'ai toujours connu. Et je trouve ça très parlant parce qu'on n'en est pas tout à fait à la moitié mais quasiment du livre. Et de voir déjà autant d'amélioration du point de vue de ce personnage mais qui revient quand même à ce côté très très rassurant, qui le retire en arrière, qui dit non c'est ça que t'as toujours connu, rassure-toi avec ça. Et ce que j'ai trouvé très important, enfin très hyper bien fait en fait dans ce livre, c'est que au-delà en fait de la situation de l'humain, on y suit vraiment la situation des robots, mais surtout de Spoforce, qui apparaît vraiment comme un élément négatif dans l'histoire, et en fait quand on apprend à connaître la raison de tout ça, on peut pas lui en vouloir, parce qu'il subit son immortalité. Alors je vous explique pas tout, vraiment, parce que c'est ce qui fait tout le sel de ce livre, et qui fait que la fin est aussi explosive et aussi intense finalement, c'est que vraiment on a notre robot qui agit d'une certaine manière pour une certaine manière et que finalement en essayant de détruire les humains il essaye juste de se sauver lui-même, et du coup bah en fait on voit que lui il a également souffert des sentiments humains et qu'une vie d'immortalité pour lui maintenant, il a vu toutes ces personnes mourir, toutes les personnes qu'il a aimées, et que maintenant pour lui ce n'est plus que souffrance, et donc il se dit il faut, enfin j'en ai marre de vivre. Et donc de voir un peu que sa souffrance se répercute sur les humains lui amène à diriger les humains comme le sont ses émotions, c'est-à-dire en n'ayant plus l'envie ni le goût de vivre. Et je trouve ça impressionnant de quelle manière c'est tourné, et pour moi c'est un classique. Pour moi c'est un classique. Fahrenheit, des fleurs pour Algernon, je sais jamais comment on prononce. Et celui-ci, on est vraiment sur un trio. Pour moi, si vous avez aimé l'un ou l'autre, vous pourrez aimer les autres. Franchement, j'ai adoré. Et c'est vrai que quand Evalie m'a dit j'ai pas aimé parce qu'il y a beaucoup de scènes de fesses, bah j'ai pas trouvé en fait. C'est-à-dire qu'il y a dû en avoir une ou deux dans le livre. Mais je pense que du coup, elle était peut-être pas trop dans le livre et que c'est vraiment ça qui l'a fait sortir, où elle a dit non c'est bon, ça me saoule en fait. Parce que moi, mais j'ai trouvé qu'il y en avait pas. J'ai trouvé qu'il y en avait pas. Il y en a une mais qui n'est même pas décrite, où en fait bah j'ai trouvé ça même logique, c'est-à-dire que quand les humains commencent à avoir des sentiments et des émotions, on en retourne un petit peu aux besoins primaires, qui sont donc dormir, manger, se reproduire. Donc à un moment pour moi ça allait forcément arriver, et on a ces humains qui se confrontent aux émotions, aux sentiments, à l'attirance, au désir, au rejet, au tout ça. Donc forcément ils tâtent un peu le terrain en se disant là j'ai envie, mais on m'a appris qu'il fallait pas en fait s'occuper des autres, qu'il fallait vraiment, enfin qu'il fallait pas s'approcher des autres, qu'il y avait une distance à avoir, mais en même temps il y a quelque chose dans mon corps qui m'attire, et du coup j'ai trouvé ça vraiment intéressant que ce soit abordé, mais ça prend pas du tout le pas, moi j'ai trouvé, sur le reste de l'histoire, et j'ai adoré. C'est celui-ci qui fera partie de mes coups de cœur annuels pour sûr. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais en tout cas je suis ravie de vous avoir parlé de tous ces livres qui tous ont eu quand même une place assez importante, avec des sujets très variés, très divers, des genres littéraires aussi très variés. En tout cas j'espère que certains de ces livres auront pu vous intéresser, vraiment je l'espère de tout cœur, parce qu'il y a vraiment quasiment que des bonnes lectures. Et là il y a un peu de tous les genres, donc à part si vous lisez du thriller, de l'horreur ou du fantasy, bon, c'est là que vous lisez que les trois genres, là je peux rien faire pour vous. Il y en aura dans le prochain avis lecture, c'est promis. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours, que vous aurez passé un agréable moment et que certains de ces titres auront pu vous intéresser. N'hésitez vraiment pas à me faire un retour dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir. En attendant et sur ce, je vous souhaite de passer un très bon moment, une très belle semaine et de faire de très belles lectures. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!